Bonjour Patrick. Bonjour Benjamin. Je vais commencer par un merci parce que on ouvre la série de podcasts avec toi. En plus, tu m'accueilles chez toi. Donc merci pour ton accueil. J'en profiterai pour te remercier. Ça m'honore que tu aies pensé à moi et je suis bien content de t'accueillir et je trouve ça intéressant en fait tout ce partage-là. Donc merci beaucoup. Alors dans le podcast, l'idée principale et le sujet principal, c'est le changement. Je t'ai contacté en premier parce que t'es un ami et aussi parce que tu travailles dans le milieu du changement. T'as une expertise là-dedans. Donc l'idée, ce serait dans ce podcast de comprendre un peu qui t'es et puis qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette expertise et puis que tu nous décrives un petit peu toute cette histoire, ton histoire. Avec plaisir, merci. Donc pour commencer, j'aimerais te poser la question de où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Je viens de l'extérieur de Montréal, dans une ville qui est à peut-être 45 minutes au sud dans ce qu'on dit étant le sud de Montréal. Et c'est une ville qui se nomme Saint-Hyacinthe, qui est un peu considérée, en tout cas que j'ai toujours considéré un peu comme une ville que je définirais un peu autosuffisante parce que elle a son propre hôpital, elle a son propre centre commercial. Il y a toutes les fonctions qui permettent d'y vivre sans avoir besoin d'y sortir. Puis c'est comme une des premières villes que je dirais un peu plus rurale, si on veut, à la sortie de Montréal. Donc donc j'ai grandi là. Je viens de là et je suis arrivé à Montréal à ma mémoire, je suis arrivé à Montréal à mes 17 ans, peut-être. Ouais. La grande ville m'attirait beaucoup, l'énergie, le côté, c'est ça, grande ville, plein de belles choses. Puis à prime abord, c'est surtout les études qui m'ont amené à venir vivre à Montréal. T'as fait des études de quoi? J'ai fait mes études en sexologie. J'ai toujours été attiré un peu plus par l'aspect psychologie, compréhension de l'être humain. Donc, j'étais très un peu indécis entre le service social, la psychologie ou justement la sexologie. Et adolescent, les gens me disaient souvent que ils se sentaient confortables de parler de leur sexualité avec moi parce qu'ils sentaient que j'étais pas jugeant puis j'étais en mesure d'être à l'écoute. Donc, je sais pas, ce métier prime abord m'a attiré. Je trouve que puis j'aime beaucoup travailler avec l'intimité de l'être humain, puis je trouve que la sexologie est vraiment quelque chose de très intime qui nous différencie beaucoup d'une personne à l'autre. Et donc, c'est dans ça que j'ai étudié, en fait. Ok. C'est ça, le premier gros changement dans ta vie, c'est Montréal? Ou il y en a eu d'autres avant? Le grand changement, c'est ça? Je trouve que des changements, il y en avait eu plusieurs avant quand même. Des changements imposés, d'autres changements choisis. Ouais, je trouve ça intéressant quand tu poses la question. En fait, je trouve que les êtres humains, on est confrontés au changement de façon presque permanente, avec parfois des changements choisis et d'autres fois des changements imposés. Et le vécu de chacun nous amène dans des directions différentes et dans des états différents. Donc, ça a été un tremplin plus qu'un changement, je pense, en fait. Ouais. Ok. Donc dans ton adolescence, tu disais les gens te trouvaient bon confident ou non jugeant par rapport à ce que eux partageaient avec toi. Mm-hmm. Est-ce que c'est là que tu as eu le déclic pour aller vers une profession autour de l'être humain ou est-ce que c'est venu d'autres choses? Si je me rappelle, déjà enfant, je pense que j'ai toujours eu une assez grande sensibilité. J'ai une sensibilité, une grande curiosité.
j'étais toujours à poser tout le temps plein de questions. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup mettre du sens un peu à tout. J'ai le souvenir que mes enseignants disaient parfois que je pouvais être une vieille âme parce que je posais beaucoup de questions qui étaient un peu surprenantes pour eux. Que c'est ça, que j'avais une certaine maturité pour l'âge que j'avais, puis et donc je trouve que la curiosité de l'être humain en général, je pense qu'elle m'a beaucoup habité assez déjà assez un jeune âge en fait. J'étais moins intéressé par le sport entre autres ou d'autres intérêts que les autres pouvaient avoir. Moi, j'étais plus très très dans l'observation puis de mieux comprendre l'être humain. Ça a toujours fait partie en tout cas du plus loin que je me souvienne de mon quotidien en fait. Ouais, donc ça a toujours été là en fait. J'ai jamais posé la question à mes parents pour voir, ou en tout cas ou dans ma famille pour voir comment que j'étais très jeune, mais du plus loin je me souviens. Moi, très jeune, dans l'école où j'allais, ils proposaient des voyages à l'international, puis j'étais extrêmement attiré par les voyages, extrêmement attiré par c'est ça, de connaître la différence, en fait, d'essayer de voir un peu comment que les autres peuvent vivre. Donc, j'ai toujours été attiré par une meilleure compréhension de ce qui nous définit comme être humain, en fait. Qu'est-ce que ça amène, cette curiosité? Cette curiosité à l'autre apporte plus d'ouverture, apporte beaucoup plus d'humilité, je pense, pour moi, entre autres, l'humilité, c'est beaucoup cette idée de se voir tellement plus petit que ce que la vie peut être, et aussi l'humilité, c'est cette capacité à se remettre en question, et ça, je trouve que cette curiosité, cet intérêt pour l'autre peut amener plus d'ouverture et plus de prendre conscience que nos propres repères à nous ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes repères pour l'autre, et justement engage un peu cet enjeu d'humilité, d'ouverture, de considération de l'autre. C'est ça que ça apporte, entre autres. Et si je creuse un peu plus loin, en quoi c'est important de chercher cette humilité? C'est une belle question. Ben, je pense entre autres parce que justement, pour moi, l'humilité, c'est entre autres de vraiment considérer qu'on est vraiment plus petit que ce que la vie peut être, en fait. Et je trouve que c'est important parce que je fais beaucoup de liens entre l'humilité puis la vulnérabilité pour moi. Et moi, une personne qui se définit un peu invulnérable, ou une personne qu'on ne peut pas atteindre, qui est au-dessus d'un peu de tout, ben il y a quelque chose que je trouve, en tout cas de mon côté, moins intéressant dans le rapport qu'on peut avoir avec l'autre. Je trouve que surtout d'autant plus avec l'individualité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a vraiment quand même un appel à la collectivité et se réunir en tant qu'être humain, puis de se voir à travers nos imperfections, je voudrais pas dire notre pureté, mais quand même notre essence propre à qui nous sommes, en fait. Je trouve, en tout cas personnellement, que les contacts avec les autres dans lesquels je me sens le plus près de l'autre, c'est vraiment dans les rapports où est-ce que justement que la personne elle est dans cette transparence, dans cette humilité, dans cette vulnérabilité de reconnaître en fait que tout n'est pas parfait en fait. Tu sais, j'ai souvent la réflexion de me dire qu'est-ce qui nous rapproche le plus de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est la joie de l'autre ou c'est ses souffrances, ses difficultés? Et si de façon un peu grossière, j'arrive à comparer les choses entre une personne que je connais qui se marie et une personne
que je connais qui viennent de perdre quelqu'un de très proche parce que la personne est décédée puis que la personne vit un deuil, ce que j'ai l'impression qui intérieurement va me rapprocher le plus de l'autre, c'est beaucoup plus le deuil que le mariage, en fait. Et je trouve que justement, ces moments d'humilité, de vulnérabilité nous permet ce rapprochement à l'autre qui est beaucoup plus dans une vérité, en fait, de l'essence de l'humain qui est beaucoup plus forte et riche que ce qui peut nous permettre de se protéger et d'être dans une certaine je veux pas dire superficialité, mais quelque chose dans lequel on est moins atteint, en fait, où est-ce qu'on peut rester en surface, en tout cas. Et ça, pour moi, c'est ce que je trouve beau, puis je trouve que si je fais le lien avec ce que j'enseigne et l'accompagnement de gens qui ont besoin d'aide, mais avoir besoin d'aide nécessite cette humilité, cette vulnérabilité qui nous permet d'être plus réceptif à l'autre, en fait, et que c'est là où les choses se jouent. Et donc, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, en fait. La partie du voyage, en fait, qui rend humble ou qui permet de se dévoiler à soi et puis de comprendre ou du moins faire connaissance avec l'autre. C'est quoi la partie la plus importante? C'est d'être déraciné de là où on est, c'est d'être confronté à d'autres cultures, à d'autres personnes, d'autres manières de penser. C'est quoi pour toi qui motive le plus cette prise de conscience-là par rapport à l'humilité? Parce que je suis quelqu'un que, certes, j'aime beaucoup les voyages, mais j'aime beaucoup aussi le cinéma. Je trouve, pour d'autres, c'est peut-être les romans aussi, mais je trouve que tous les moyens dans lesquels on peut se retrouver qui nous permet comme de s'échapper de la réalité pour laquelle on est habitué, puis dans lequel on est dans un certain confort, parce que on se sent plus en contrôle et c'est plus du connu. Donc, les voyages le permettent beaucoup et je trouve aussi le cinéma me le permet à moi, en tout cas dans ce que je vis, qui me permet d'essayer de me transposer ou essayer de m'ouvrir à comment ça peut être de vivre dans une réalité qui est différente de ce que je suis et de ce que je contrôle et dans quoi je trouve mon confort. Et cette part d'inconfort et d'ouverture et de permettre de revoir les choses autrement, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui c'est ça qui nous ramène à se reconsidérer plus petit que ce qui en est de la vie, mais aussi nous permettre de voir qu'on est quand même beaucoup plus égal les uns des autres, en fait. Il y a quelque chose qui nous rassemble aux autres, en fait, que je trouve qui est... C'est juste que la vision, la vie, le regard que l'on pose sur les choses est juste différent d'une personne à l'autre, mais la base est commune, en fait. Donc j'imagine que parce que là t'as ouvert sur le cinéma, ça veut dire que niveau cinéma, tu dois pas forcément regarder les blockbusters. Si t'en regardes beaucoup, au bout d'un moment, t'as besoin d'aller plus loin ou plus en profondeur. Ouais, mais moi je suis quand même quelqu'un qui préfère en fait le film de 3 heures du fermier de l'Afghanistan qui élève des chèvres et qui est sous-titré en fait que le gros film blockbuster qui peut durer 1h30 ou 2 heures, mais que j'ai beaucoup de difficultés. Moi, je me suis toujours considéré que je préfère de loin la subtilité à l'évidence. En fait, je trouve que l'évidence, je sais pas comment dire ça, mais puis je veux pas. Mais pour moi, l'évidence, c'est comme si quand les choses me sont envoyées de façon trop évidente, c'est comme si on me renvoyait qu'on croyait pas en mon potentiel ou à ma capacité de comprendre les choses et que ça m'amène plutôt à être passif, puis il y a comme quelque chose dans lequel je perds un peu la frénésie
d'avancer, tandis que et donc justement les films qui sont un peu plus en fait, me divertir juste pour le plaisir d'être diverti puis de voir des choses qui sont un peu exagérées ou autres, moi j'ai moins de plaisir, en fait. Je suis heureux qu'il y en ait d'autres qui... Et nécessairement, ça fait plaisir à d'autres parce que ces films sont souvent plus populaires que les miens. Et tant mieux, en fait, mais personnellement, ça me satisfait pas, en fait. Il y a un autre point que je voudrais aborder, autant dans le voyage que... Même si on prend l'exemple du cinéma, mais ça peut être aussi la lecture ou autre. Ça demande du courage quand même d'aller vers autre chose. Mm-hmm. Et même si on est dans une quête et qu'on a mis un pied dedans, il faut quand même Mm-hmm. approfondir ça et aller de l'avant. Comment on vit ça? Mm-hmm. Moi, je me souviens plus du nom du philosophe scandinave là, Kierkegaard, ou en tout cas Kierkegaard. Ouais, exact. Que j'aime bien. Il y a dans un hôpital à Bordeaux où est-ce qu'on voit sa citation qui dit que c'est pas la vie qui est difficile, c'est difficile qu'est la vie, en fait. Je pense que c'est un leurre de penser que la vie est facile, en mon sens. Mais je trouve que je veux dire, le sujet principal de ton podcast, c'est le changement, puis le changement en soi, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas, c'est pas facile, c'est beaucoup plus confortable de rester dans ce dans quoi on a l'impression d'avoir le contrôle et ce dans quoi on a notre confort du connu, en fait. Mais le changement ne peut pas venir si on est uniquement dans cette atteinte de contrôle et dans cette volonté d'être dans le connu. Donc, il y a vraiment cette notion un peu déchirante de devoir passer vers autre chose. Et je trouve que je trouve que ta question est intéressante dans le sens que pour observer ça, ça prend le pas de recul ou le regard macro de la situation, parce que quand on est dans le vécu propre du quotidien et de la situation et du changement qui s'opère, dans le vécu propre, on peut trouver ça difficile en tant que tel, sans nécessairement avoir le recul nécessaire pour se dire, c'est normal que ce soit difficile parce qu'un changement n'est jamais en soi facile. Passer d'un état à un autre, en fait, peut-être le mot déchirant est un peu fort, mais il y a comme quelque chose de déracinant. Déracinant, en fait, ouais. À différents degrés, on s'entend, mais ouais. Quel est le moteur principal du changement? Je pense que le moteur principal du changement, c'est cette recherche de cohérence et d'intégrité à nos valeurs et à notre bien-être, en fait. Mais je pense, à mon avis, que d'être en intégrité avec nos valeurs dépasse cette volonté de bien-être. Parce qu'il y a des choix, des fois, qu'on n'a pas toujours compris dans notre vie, mais puis il y a des choix que l'on fait, que l'on peut dire que c'est plus fort que nous, en fait, et qu'on sait qu'en faisant ce choix-là, on est en train d'engendrer quelque chose qui risque d'être encore plus compliqué que ce dans quoi on vit. Mais on les fait parce qu'il y a comme quelque chose qui, dans l'équation de qui nous sommes, il y a une évidence qu'on doit le faire. Donc, je pense qu'après ma barre, il y a vraiment cette équation des valeurs, des besoins, mais surtout des valeurs. En fait, je pense que, ouais, d'être en intégration, cet enjeu de cohérence et d'être en intégrité, je pense que c'est le moteur principal, à mon avis, pour notre propre bien, évidemment, là, mais après ma base, je pense, c'est d'être plus dans notre vérité, en fait. Pour initier un changement ou pour qu'un changement se passe, il faut quand même
être conscient de qui on est ou de... Je pense pas, en fait. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font des changements sans nécessairement prendre conscience que c'est dans un enjeu d'intégrité ou d'être dans une cohérence de valeurs. Ils le font probablement pour cette raison-là, mais c'est juste pas réfléchi en ce sens-là, puis il le fait, puis en quelque sorte, je pense que si je prends l'exemple d'un enfant qui a peut-être pas justement la réflexion dont on est en mesure de discuter en ce moment, ben il fait plein de choses parce qu'intérieurement, il y a des besoins ou il y a des valeurs qui veulent être répondues, mais rien n'est fait réfléchi en ce sens-là. Mais puis c'est juste, moi je me souviens d'une personne qui m'avait dit pour connaître l'équilibre, faut vivre le déséquilibre. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est tout au long, en fait, j'ai souvent l'idée, puis j'aime bien l'image de l'idée qu'on arrive au monde, entre guillemets, assez pur, et que on se pervertit en quelque sorte de par l'éducation, la culture, la pression dans laquelle on est, le statut social dans lequel on se retrouve. En tout cas, il y a plein de variables qui nous amènent entre guillemets, à se pervertir, si on veut, et plus on vieillit, plus on prend conscience de tout ça, et plus on veut se ramener à notre essence, en quelque sorte. Il y a comme quelque chose dans lequel on veut retrouver cet état de se libérer de tout ce qui nous appartient pas pour être au plus près de soi-même, en fait. Et je pense qu'on le fait tous de manière ou d'une autre, mais sans que ça soit toujours complètement conscient et réfléchi, là. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on pourrait penser aussi qu'on cherche de plus en plus de confort. Puis au final, avec ce que tu dis, c'est que dans cette recherche de confort, le fait de se débarrasser du superflu, on arrive aussi à une... Ouais. Mais je trouve que c'est de peut-être moins considérer que le confort est dans l'harmonie extérieure de nous et beaucoup plus dans l'harmonie intérieure de nous-mêmes, en fait. C'était récemment la Saint-Valentin, puis j'avais en tête j'avais la réflexion de me dire wow, ça fait toutes ces années que je suis en relation avec moi-même, en fait, et que il y a des moments où est-ce que la relation à moi-même, c'est une tempête, ça va vraiment pas bien, je m'haïs pour certaines choses, je me tape sur les nerfs pour certaines autres choses, il y a des moments où est-ce que j'ai envie de prendre soin de moi, il y a des moments où j'aimerais ça être autrement, il y a des moments où est-ce que je suis vraiment fier de qui je suis. Mais on s'entretient une relation à soi-même, en fait, que je trouve qui est vraiment importante d'honorer. En fait, c'est pas et c'est pas facile d'être en relation ni avec les autres et ni avec soi-même. En tout cas, si ça l'est pour les autres, je suis bien heureux pour eux. Mais en tout cas, ça l'est pas à tout de moins tous les jours avec moi-même. Puis et c'est ça encore, ça nous ramène beaucoup à cette humilité. En fait, ouais, et c'est ça, j'ai l'impression que pour moi, plus on vieillit, plus on a envie d'entretenir une relation à soi-même qui est plus harmonieuse aussi, ce qui nous amène à faire des choix différents parce que on a envie de se prioriser et de prendre mieux soin de soi-même, en fait. Est-ce que si on rebondit un petit peu sur ce que tu disais avant, on arrive à un peu mieux se positionner entre les choix imposés et les choix choisis en vieillissant, en prenant conscience de tout ça, de ce que tu disais, de qui on est, de notre rapport à nous-mêmes? Pour moi, c'est là où est-ce que je trouve que la vie est très généreuse pour nous faire prendre conscience de tout ça, de par les actions, les événements, les situations que la vie nous apporte. Moi, j'ai toujours considéré, en fait, que dans la vie, en fait, ce qui est souvent difficile, c'est le lot de la responsabilité qui vient avec les choix que l'on fait et ce que l'on décide ou non d'assumer
devant ce qui nous est présenté. Je trouve ça toujours important de considérer que autant dans la relation à soi-même que dans la relation à l'autre, c'est jamais noir ou blanc. Rien n'est jamais tout à fait vrai et rien n'est tout à fait jamais faux, et rien n'est tout à fait la faute de l'autre et rien n'est tout à fait de notre faute à nous. Il y a toujours en fait un certain équilibre. Puis je trouve que la vie et la nature est assez bien fait pour trouver cet équilibre-là en tant que tel. C'est juste que c'est pas nécessairement tout le monde qui porte un certain intérêt à considérer puis à prendre ce niveau de conscience ou de recul, et que il y a bien des gens qui justement n'ont pas envie de s'arrêter à tout ça puis juste de se laisser vivre le plus facilement possible sans remettre en question tout ce qu'ils vivent, puis et c'est tout à fait correct aussi. Là, il y a pas mais moi, si on revient à ce qu'on a discuté un peu plus tôt, moi, j'y arriverai pas, en fait. Il y a comme quelque chose dans lequel on a beau pu me dire plusieurs fois dans ma vie à quel point que je m'en faisais trop, que je me posais trop de questions. Et en même temps, justement, à l'âge où je suis rendu, je suis plutôt à me dire, Patrick, tu seras certainement pas différent, et ça te rend vivant de te questionner autant. Ça t'amène des fois dans des ténèbres ou dans des questionnements qui sont pas toujours les plus paisibles au monde. Et en même temps, je me verrais pas être autrement. Donc, aussi bien l'accepter et d'en faire un allié que d'en faire un ennemi puis de vouloir être autrement. Donc, et cette paix est souvent aidante pour continuer, en fait. D'ailleurs, tu citais le verbe assumer avant. C'est aussi un très beau mot si on le prend dans sa globalité. C'est un beau mot quand on l'apprend dans sa globalité, et en même temps, c'est un mot qui représente quand même un poids quand même, parce que je suis un cours en ce moment de méditation, et l'enseignante, elle revenait sur l'idée que on n'a pas toujours, en fait, un contrôle sur les éléments stressants qui peuvent venir à nous, mais c'est à nous, en fait, d'en prendre la responsabilité des actes que nous allons, dans la façon dont nous allons répondre à ces événements stressants qui se présentent, en fait. Et en même temps, quand j'entends ça, je trouve que ça vient avec un niveau de responsabilité. Et ça vient aussi avec un niveau que si tu prends la responsabilité que la responsabilité ne soit que sur mes épaules de savoir comment je réponds à ces événements stressants, et que la façon dont je décide de répondre à ces événements stressants, je dois assumer ce qui vient avec. Je trouve que c'est lourd porté sur l'épaule d'une personne, par contre. Et donc, c'est ça que je trouve qui est pas nécessairement toujours simple. C'est beau, cette notion de responsabilité et d'assumer les choix et les décisions qu'on prend. En même temps, ça vient avec un poids qui est parce que, ouais, c'est ça. J'écoutais l'enseignante, puis je me disais, oui, mais j'ai pas envie de tomber non plus dans le sentiment de culpabilité ou le reproche envers moi-même de dire, c'est ça, tu fais pas assez bien, ta responsabilité est pas assez, tu prends pas la bonne responsabilité devant ce qui se présente à toi, qui pour moi n'est pas non plus la meilleure voie non plus à prendre, là. Donc le milieu juste est pas simple. Si on revient un peu sur le parcours que tu as eu, donc ton enfance à l'extérieur de Montréal, puis ta vie de jeune adulte arrivé à Montréal, comment t'en es venu à ton expertise après les études de sexologie? Moi, quand je suis arrivé à Montréal, je suis arrivé, entre guillemets, un peu innocent dans la grande ville. Et dans les premiers appartements dans lesquels je me suis retrouvé, en tout cas, je me suis retrouvé, entre autres, sur un coin de rue, en fait, j'étais pas du tout au courant, là, je connaissais pas à l'époque énormément Montréal, en tout cas pas le coin où je me suis retrouvé.
Et je me suis retrouvé dans un coin de Montréal où est-ce que la prostitution de rue était très présente, et entre autres la prostitution de rue masculine. Et pour me rendre à pied jusqu'à chez moi, puis moi j'étais pas au courant, mais il y a un terme qu'on applique surtout à la prostitution masculine que je crois qu'on n'applique pas vraiment à la prostitution féminine, qui est le terme commercial. Et donc je me faisais souvent arrêter par des voitures me demandant si j'étais commercial. Et je ne comprenais pas trop ce qu'il signifiait. Puis au bout d'un certain temps, j'ai commencé à mieux observer où est-ce que j'étais, à mieux comprendre le ralentissement des voitures, à mieux comprendre l'errance de certaines personnes sur les rues, à regarder chaque conducteur de façon très attentive. Et là, j'ai bien éventuellement compris que j'étais dans un lieu de prostitution de rue, en fait. Et j'étais dans mes études en sexologie à cette époque-là, puis je sais pas, ça m'a toujours beaucoup attendri, je trouve, tant les gens qui sont dans la prostitution que les clients en soi. Puis comme je l'ai dit, il y a quelque chose autour de la sexualité, où est-ce que dans la vulnérabilité, le fait d'offrir de son corps, en fait, et le fait de le rechercher aussi, il y a comme quelque chose tu faisais référence au courage, il y a comme quelque chose aussi dans cette il y a quelque chose, oui, dans cette humilité ou vulnérabilité, d'un côté un peu sans défense, de s'avouer avoir envie de demander les services sexuels de quelqu'un, d'être une personne qui offre ces services sexuels aux autres. Il y a comme un acte de courage, de vulnérabilité qui est quand même... très peu sont les gens qui seraient ouverts à faire ce type de métier-là, et d'avoir aussi le courage, l'audace de demander les services sexuels de quelqu'un d'autre. C'est pas... je pense que les films où notre croyance fait en sorte que c'est facile, puis il y a comme quelque chose d'un peu utilitaire et d'exploitation nécessairement. Donc je nie pas tout ça, là. Mais en même temps, il y a autre chose derrière, et on dirait que c'est ça, j'ai été très touché et très attendri par cette réalité-là quand je suis arrivé à Montréal, quand j'ai habité dans ces lieux-là. Et ça m'a vraiment donné envie tout de suite de faire quelque chose, de donner du temps bénévole. Et j'ai commencé à travailler pour un organisme qui s'appelle le PIAM, qui est le projet d'intervention auprès des mineurs prostitués. Je sais pas si l'organisme existe toujours aujourd'hui, donc j'ai été bénévole, j'ai fait mon stage là-bas et j'ai travaillé pendant un certain temps comme intervenant avant de partir travailler dans un autre organisme, et là plus spécifiquement dédié à la prostitution masculine adulte, mais et donc c'est là où j'en ai fait l'école de la vie, en fait. Ça a été mon ancrage, en fait. C'était ton ancrage. C'est là où moi je définis ça comme étant l'école de la vie, mais c'est là aussi où est-ce que j'ai appris que sauver les autres, c'est pas nécessairement quelque chose de réaliste, puis sauver sous quel titre ou sous quelle vision des choses, où est-ce que ça m'a amené, en tout cas, à considérer vraiment cette notion d'humilité de façon très importante, de cohabiter, de travailler beaucoup avec la souffrance quand même. Et dans des notions de survie parfois, des notions d'exploitation, des notions de trouver sa fierté à travers des actes où est-ce que tout le monde est vu comme un moins que rien, si on veut. Et apprendre d'être là pour l'autre uniquement, d'être là pour être là, en fait. Je trouve que c'est là où j'allais te poser la question, en fait. Qu'est-ce que ça a développé chez toi? Parce que tu dis, en même temps, on voit qu'on peut pas sauver tout le monde, on comprend qu'on peut pas sauver tout le monde,
Et puis tu te retrouves là quand même à aider avec ce que t'as, avec qui t'es. Donc est-ce que ça crée pas aussi, je sais pas, pas de la frustration, mais une espèce d'ambivalence, quoi. T'es là pour aider et en même temps, tu pourras pas sauver tout le monde. Comment on se situe là-dedans? Ben, je trouve que si on nous ramène si on revient à la notion de responsabilité, puis ça revient encore aussi à cette notion d'humilité, mais c'est de prendre conscience que je ne suis pas responsable du changement des autres, en fait. Mon seul devoir est de rendre la personne responsable de ses choix, en fait. Et comment je trouve que dans ces notions d'accompagnement à l'autre, où est-ce qu'on est là pour accompagner l'autre, pour que la personne soit la plus cohérente et la plus... Moi, j'aime bien quand même le mot émanciper, en fait. Je trouve que... En tout cas, personnellement, je trouve que l'une de mes missions, en tout cas, que j'aime penser à avoir, c'est aider l'autre à pouvoir s'émanciper dans qui il est, en fait. Peu importe qui il est et peu importe le type d'émancipation que la personne a envie de vivre, mais c'est vraiment cette idée de s'émanciper que je trouve qui me parle beaucoup. Et je trouve que dans cette notion-là, en fait, j'aime bien Paul Gilbert qui dans la thérapie fondée sur la compassion définit beaucoup la compassion comme le courage d'aborder les souffrances d'une autre personne dans l'intention de vouloir les alléger, en fait. Et j'aime beaucoup cette notion de courage. Je trouve que dans mes observations, de manière générale, quand une personne vit une difficulté ou vit une certaine souffrance et qu'en parle à quelqu'un d'autre, je trouve que la réaction générale que l'on retrouve des gens, c'est soit de banaliser un peu ce que la personne vit, soit que la personne va le ramener à son propre vécu à elle, soit que la personne va essayer de donner des conseils ou va dire à l'autre quoi faire, ou la personne va donner son opinion, son avis, son point de vue de la situation de l'autre. Mais notre capacité à recevoir la souffrance d'une personne pour la recevoir dans un premier temps, et dans un deuxième temps, dans l'intention de l'alléger, mais pas de vouloir la résoudre, en fait, mais d'être juste là, d'être un peu à l'écoute et être en quelque sorte le récipient du vécu de l'autre, sans se laisser submerger par son vécu, mais d'être là juste pour être là, en fait, dans l'intention de vouloir... la notion de voici ce qui est bien, puis voici ce qui est mal, puis voici ce que tu devrais faire et le chemin que tu prends en ce moment n'est pas le bon, tu devrais plutôt prendre celui-ci. Mais très vite avec cette réalité que j'ai vécue sur la rue, t'apprends assez rapidement que si moindrement t'es dans cette réflexion ou de cet agissement-là, ben ça portera pas les fruits que tu souhaites. Donc Et quand on est dans ce type de milieu, je parle avec les gens avec qui t'es, les collègues avec qui t'es, pas forcément le public avec qui tu t'es, mais les accompagnateurs ou les gens qui sont là pour ce public-là, comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont aussi formés plus à aller vers de la solution, de l'accompagnement? Comment ça se goupille, ça? Ben, j'ai la ferme croyance que tout intervenant intervient du mieux qu'il peut. En fait, là, j'ai jamais rencontré d'intervenant que son intention était de nuire à quelqu'un d'autre. Et en même temps, cette capacité d'humilité, de se questionner, puis d'essayer de prendre un recul sur notre intervention, puis de se demander si on fait la bonne chose, puis à quel point on est allé trop vite dans les solutions, ou à quel point qu'on est trop resté sur le problème.
Ben, c'est pas nécessairement tout le monde non plus qui est prêt à faire ce pas de recul pour observer un peu plus sa pratique, là. Donc, Donc tu fais ce travail, comment on appelle ça, travailleur de rue, travailleur social? À l'époque, c'était travailleur de rue. Travailleur de rue. Donc tu fais ce travail-là, et puis donc là tu découvres ton travail à toi sur le terrain, de comment on accueille les personnes, comment on se met en interaction avec elles. La suite qui t'amène vers ton expertise actuelle, ça se passe comment? En fait, suite au fait d'avoir été travailleur de rue, j'ai été engagé sur un projet d'intervention, en fait, de suivi pour la santé publique en maladies infectieuses, qui requérait un peu d'avoir une certaine expertise terrain en tant que telle, et en même temps d'avoir des études universitaires qui pouvaient répondre au mandat qui était demandé. Et donc, j'ai été engagé à la santé publique, et conjointement à la santé publique, il y a l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, qui m'avait approché avec moi et conjointement des collègues qui travaillent dans les centres jeunesse pour développer une formation auprès des intervenants du Québec sur comment intervenir auprès des jeunes en difficulté, beaucoup lié à la prévention des infections transmises sexuellement et par le sang, et aussi la réduction des risques au niveau de la consommation de drogue. Et donc, en m'impliquant dans ce projet-là, il demandait au sein de cette approche que l'intervention soit appuyée par une meilleure pratique, une best practice. Et c'est là que dans ma recherche, j'ai découvert en fait l'entretien motivationnel, qui est l'approche que j'enseigne principalement. Et c'est là où et à cette époque-là, j'ai l'impression qu'il y avait, les astres étaient en quelque sorte alignés, parce que j'étais conjointement engagé par la faculté de médecine de l'Université de Montréal pour accompagner les étudiants, les résidents en médecine communautaire, pour faire des stages, en fait, au niveau des réalités de la rue et de la santé. Et la faculté avait su mon intérêt pour des approches efficaces pour accompagner au niveau des changements d'habitude de vie. Et il m'avait demandé d'offrir un cours aux résidents en médecine communautaire. Et je leur avais dit, ben oui, mais je suis pas très formé à cette approche-là. Puis à l'époque, les fonds étaient plus accessibles. Donc la faculté a décidé de me payer une formation qui se donnait à Paris sur l'entretien motivationnel. En tout cas, plein de circonstances a fait en sorte que je suis allé me faire former. Puis quand je suis allé me faire former à l'entretien motivationnel, il y avait vraiment comme une sorte d'équation, je trouve, entre qui je suis, ma façon de voir et mes compétences d'intervention, qui étaient vraiment toutes à profit dans tout ça. Et donc, je suis allé me faire former. Par la suite, et ça a été très révélateur pour moi. Et 1 an plus tard, j'ai pu participer à une formation de formateur pour pouvoir former à cette approche-là. Et conjointement à tout ça, il y a eu un gros projet de recherche qui s'est fait à Montréal avec l'équipe du docteur Élise Roy, où est-ce que pendant près de 3 ans, en fait, c'était un essai randomisé où est-ce que des gens qui avaient eu des comportements à risque au niveau de leur injection pouvaient venir à la clinique et étaient randomisés soit pour venir me voir en motivationnel ou soit pour venir voir ma collègue en éducatif. Et la personne était revue 3 mois et 6 mois plus tard, mais sans aucune intervention par la suite. Et donc moi, pendant 3 ans, j'ai rencontré plusieurs personnes qui, dans un délai de 40 minutes, je devais mettre en pratique l'entretien motivationnel, et tous mes entretiens
est enregistré, codé, puis je me faisais superviser pour s'assurer que je faisais bel et bien de l'entretien motivationnel. Donc, ça a été vraiment très formateur, en fait, pour que j'arrive un peu plus près d'une certaine maîtrise, en tout cas de l'approche, et travailler vraiment à parfaire un peu mes compétences dans tout ça. Donc, tu as dit plusieurs fois le mot entretien motivationnel, donc l'approche dans laquelle tu t'es trouvé professionnellement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'entretien motivationnel? Qu'est-ce que c'est? L'entretien motivationnel, c'est une approche qui, si je viens donc avec déjà l'angle un peu plus scientifique, mais c'est une approche qui vient un peu poser, puis qui a été très appuyée scientifiquement sur le fait que plus une personne évoque ou verbalise d'elle-même un discours qui va plutôt vers le changement, plus elle a de chances de changer. C'est une approche qui nous apprend à comment interagir avec une personne sur le sujet du changement, sur lequel comment je peux, de par mes interactions, tenter d'influencer préférablement que la réponse que la personne va m'offrir va tendre plutôt vers le changement que vers le maintien de sa situation. Moi, souvent en formation, l'exemple que je donne presque à chaque fois, c'est qu'imaginons qu'une personne me dit « Vous savez, en ce moment, je suis assez découragé. » J'ai toujours le choix de répondre à cette personne « En ce moment, vous êtes dans une période de vie plutôt sombre. » Ou j'ai le choix de dire à cette personne « En ce moment, vous êtes dans une période de vie où vous auriez besoin de plus de lumière. » Les deux interventions sont tout aussi empathiques. J'arrive à reconnaître, à accueillir ce que la personne est en train de me dire. Donc, les deux sont tout aussi empathiques. Mais l'une va influencer que la réponse que la personne va me donner va aller plutôt vers le changement que l'autre qui va aller plutôt vers le maintien. Et c'est ça l'art de l'entretien motivationnel. C'est comment, de manière plus consciente, dans l'interaction que je peux avoir avec l'autre, que je puisse plus consciemment, de façon intentionnelle, influencer que le discours que la personne va aller plutôt vers le changement. Et il y a quelque chose d'important et d'éthique derrière ce que je suis en train de dire, parce que l'entretien motivationnel s'applique dans des notions de changement pour lesquelles c'est pour le bien ou pour le bien-être de l'autre. C'est pas pour mon intérêt à moi. Donc, parce que ce que je suis en train de dire en ce moment pourrait très bien être appliqué dans des techniques de vente ou dans des techniques pour essayer de manipuler une personne, autant dans notre vie personnelle que dans une action professionnelle, mais qui soit à notre propre bénéfice. L'une des choses importantes de l'entretien motivationnel, c'est qu'on peut l'utiliser dans une intention pour aller vers le bien de l'autre, en fait. Et donc, c'est là où est-ce qu'on départage aussi l'utilisation de l'entretien motivationnel. Mais donc, c'est le maillage d'application de compétences humaines, donc qui est beaucoup autour de ces notions de partenariat, d'empathie, d'acceptation de l'autre, de vraiment reconnaître la pleine autonomie de l'autre. Donc, moi, les deux termes que je retiens beaucoup autour de l'entretien motivationnel, c'est beaucoup ces notions d'empathie et d'autonomie, et que tout ça se fait dans un cadre pour le bien de l'autre, de la compassion, et de toujours croire au potentiel de l'autre, et que la personne est, en quelque sorte, la mieux placée pour pouvoir savoir ce qui est le mieux pour elle en tant que telle. Et que nous sommes que là pour être comme un guide, comme une personne pour orienter la personne vers le mandat qui nous est propre dans l'accompagnement qu'on veut offrir pour l'autre, en fait. Et c'est vraiment quelque chose autour de la psycholinguistique, parce que, qu'on le veuille ou non, on influence. Donc, peu importe la question que l'on va poser, peu importe l'intervention, la réflexion qu'on va offrir à l'autre, on influence une direction dans la réponse au niveau de l'interaction que la personne va nous faire. Donc, aussi bien en être conscient, en fait. Et c'est un peu ça, l'entretien motivationnel. Juste pour que ce soit très concret, est-ce que tu aurais un exemple? Parce que tu disais ça tourne autour de la langue, du linguistique. Est-ce que tu aurais des exemples de discours maintien?
Ben, je trouve, en fait, moi, entre autres, si je prends l'exemple avec toi, Benjamin, et je te dis, face à n'importe quoi, là, et que je te pose la question, qu'est-ce qui t'inquiète dans cette situation-là? Donc, c'est une question ouverte qui va se renforcer à t'amener à verbaliser ce qui t'inquiète. Si je prends la même situation et que je te dis, qu'est-ce qui te permettrait de te rassurer face à cette situation-là? C'est aussi une question ouverte. C'est sensiblement la même question que je viens de te poser, mais que là, dans ce que je vais ce qui t'amène à répondre, va t'amener à répondre plutôt vers le changement. Je vais t'amener à répondre ce que tu aurais besoin d'approfondir ou de connaître pour être plus rassuré versus l'autre qui te demande ce qui t'inquiète. Donc, c'est sensiblement la même question. C'est la même question, c'est juste l'angle qui est pris de façon différente. Et la réponse que ça va provoquer va nous amener dans une direction qui va être différente. Et c'est là l'art de l'entretien motivationnel, c'est comment plutôt tenter et je dis souvent, en fait, moi personnellement, l'observation principale, parce que je supervise beaucoup de professionnels qui abordent le changement, j'ai tendance, si je grossis un peu le trait, à dire que on peut s'investir en intervention face au changement à principalement 3 choses. La première qui est le problème, la troisième qui est la solution, et entre les deux, et c'est là où se situe principalement l'entretien motivationnel, c'est ce que je définis le désir. Et c'est là que, en fait, et c'est là que se situe l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel ne nous dit pas de ne pas entendre ou de nier le problème. Il nous dit d'essayer de se centrer un peu plus sur derrière le problème, c'est qu'il y a un souhait qui est là, en fait. Et de manière générale, puis je vous dirais même dans ma vie personnelle, quand je discute ou quand je pense, moi, à mes propres réalités, des fois où est-ce que je trouve que c'est difficile ce que je peux vivre dans le moment, ou quand j'écoute une personne me parler de ce qui est difficile, on a de manière générale pas de difficulté. Justement, c'est assez simple pour les gens de parler de ce qu'ils trouvent difficile, en fait, ou de ce qui va pas. C'est pas là où est-ce qu'on a besoin d'aide. Ce qu'on a besoin d'aide, c'est plutôt de réfléchir à derrière ce problème-là, derrière cette difficulté-là, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est qu'est-ce qu'on désire? C'est quoi le magnétisme? Je sais pas pourquoi, mais depuis le début que je suis en entretien motivationnel, j'ai toujours l'image de cet aimant. Quand on met le magnétisme qui amène l'aimant à s'associer à l'autre, en fait, et pour moi, ce magnétisme-là, c'est plutôt de parler du désir, du souhait, de l'espoir, si une personne me dit qu'elle va pas bien, c'est qu'elle souhaiterait que les choses soient autrement. Mais c'est pour une personne qui va pas bien, c'est pas toujours simple de bien concrètement définir qu'est-ce qui devrait être autrement, en fait. Et pour moi, c'est ça l'entretien motivationnel, c'est aider la personne, accompagner la personne à mieux visualiser derrière ce qui ne va pas, ce qui est difficile, qu'est-ce qu'elle souhaiterait. Et encore là, on n'est pas en train de parler des solutions, on est en train de parler ce que je définis plutôt comme étant le désir, en fait. Et pour les auteurs de l'entretien motivationnel, les 2 notions principales derrière cette notion de désir ou de souhait, c'est l'importance, donc en quoi le changement que l'on a à aborder est important pour la personne, qu'est-ce que ça apporterait de différent pour la personne si le changement avait lieu. Et l'autre chose, c'est la confiance. C'est en quoi la personne croit suffisamment en elle-même ou comment, justement, au contraire, augmenter le fait que la personne puisse croire en elle-même, de ses compétences, ses ressources, ses qualités, pour croire qu'elle a tout déjà en elle pour pouvoir arriver au changement en tant que tel. Et encore là, je tiens sincèrement à le spécifier parce qu'il y a vraiment souvent une incompréhension entre ça, c'est qu'on n'est toujours pas en train de parler
du comment faire. En fait, on ne parle pas des solutions. Les solutions, et même à la limite, l'entretien motivationnel nous encourage, puis même scientifiquement, on est encouragé à aborder les solutions. C'est pas ça l'enjeu. Il demeure que de manière générale, aborder les solutions, les moyens, idéalement, il faut que ça vienne de la personne elle-même. Il faut que la personne soit prête à se rendre là. Et de manière générale, c'est souvent là que le bas blesse chez la plupart des intervenants qui abordent le changement, c'est que trop rapidement, on tombe dans les solutions et les moyens. Et c'est là où est-ce qu'on entend ou que les gens font du surplace ou qu'il y a des réactions de recul ou toutes sortes de réactions parce qu'on est en train de parler des solutions et les moyens qui renvoient beaucoup à un sentiment d'impuissance. Et de par le fait qu'on est à l'extérieur de ce que la personne vit, pour nous, ça semble être simple ce que la personne devrait faire, mais la personne qui le vit de l'intérieur, les solutions et les moyens, c'est très difficile, en fait, c'est pas aussi simple que la personne qui est à l'extérieur de nous. Et le fait de s'investir trop dans les solutions et les moyens amène plutôt un processus de recul qu'un processus d'avancement. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Tu disais l'entretien motivationnel, il y a une notion scientifique derrière. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette partie-là? Pour moi, puis c'est ce qui fait que je suis très admiratif et que j'apprécie beaucoup cette approche-là, c'est que contrairement à plusieurs autres approches en motivation ou en approche au niveau psychologique au sens large, et plus particulièrement autour de la motivation, parce que c'est ce qui nous unit, entre autres, en fait. J'aime beaucoup autour aussi au niveau de la réflexion de dire que je ne vois pas comment qu'on peut aborder la motivation s'il n'y a pas sous-jacent un enjeu de changement. La motivation implique nécessairement un enjeu de changement. Et dans les différentes approches de motivation, très peu, ou presque aucune, ont un modèle standardisé pour vraiment appuyer, d'une part scientifiquement, pour évaluer si ce que la personne fait comme dans l'application de son approche est vraiment lié au standard de l'approche en tant que telle. Très peu d'approches ont standardisé ce que souvent ils ont conceptualisé les idées qu'on doit retrouver dans l'approche, mais très peu ont standardisé pour dire, de façon concrète, nous devons retrouver des questions ouvertes et des échelles pour vraiment évaluer l'application concrète qu'en fait l'intervenant qui applique l'approche qui est demandée. Et l'entretien motivationnel, c'est ce qui lui permet d'être autant reconnu et recherché comme approche, c'est que effectivement, c'est une approche qui a développé un mode de standardisation. Il y a même différents modes de standardisation. Là, il n'y en a pas qu'un seul. Il demeure qu'il y en a un qui est un modèle qui est surtout très reconnu mondialement, qui s'appelle le MIT en anglais, qui veut dire le Motivational Interviewing Treatment Integrity. Donc, et qui est un modèle qui évalue si l'intervenant fait bel et bien de l'entretien motivationnel. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avant avec la docteur qui te suivait et qui faisait tes supervisions. Exactement. Okay. Donc, ce docteur-là, entre autres, pouvait, à partir de mes entretiens, vraiment évaluer si j'appliquais ou non l'approche, en fait. Et dans cette standardisation-là, il y a différentes choses à évaluer, mais il y a entre autres une échelle au niveau relationnel de l'empathie et du partenariat. Donc, à quel point que l'intervenant arrive à être empathique et à être dans le partenariat avec l'intervenant. Et il y a une échelle technique qui permet d'évaluer si l'intervenant arrive à cultiver le discours changement. Donc, à quel point que l'intervenant arrive de par ses interventions, à influencer une direction préférablement vers le changement. Et il y a une autre échelle qui évalue à quel point que l'intervenant arrive
à diminuer le discours maintien, en fait. Et au niveau scientifique, il y a certaines études qui ont démontré que plus une personne verbalise un discours qui va vers le changement, plus la personne a de chances de changer. Et il y a d'autres études qui ont démontré que plus la personne arrive à diminuer le discours maintien, plus une personne a de chances de changer. Donc, la science n'est pas tout à fait au clair, et je pense qu'elle ne le sera jamais, à savoir si c'est plus de discours changement ou si c'est moins de discours maintien, mais on est sensiblement un peu sous le même regard. Ça voudrait dire aussi que, bon, tu l'as cité avant, il faut que la personne soit aussi dans une démarche et une ouverture, mais ça veut dire que ça demande du temps, parce que entre le problème et la solution, comme tu disais avant, l'entretien motivationnel se situe entre les deux, mais ça veut dire qu'il faut justement standarder, alors qu'on a tendance à passer du problème à la solution le plus rapidement possible, en se disant, pour régler le problème, il faut trouver une solution. Ben, je dirais oui et non. De mon expérience, l'enjeu principal, c'est que, en fait, il y a une étude une fois que j'ai lue, que j'ai trouvé fantastique, qui révélait que les 2 plus grandes compétences qu'un intervenant peut avoir pour influencer le changement, c'est l'empathie et l'autonomie. Et que ça dit de façon différente que une personne qui consulte un intervenant, plus elle se sent comprise de l'intervenant et plus elle se sent respectée dans sa pleine autonomie d'être en mesure de choisir et de sentir que l'intervenant reconnaît la pleine autonomie de la personne, plus une personne a de chances de changer. Et ça, pour moi, c'est vraiment véridique dans mon expérience. L'empathie et le renforcement de l'autonomie, c'est les 2 conditions ou les 2 compétences principales chez un intervenant qui ont vraiment plus de chances pour accompagner une personne au changement. Et pour moi, c'est pas dans une question de temps. Moi, personnellement, le cercle, les liens que je fais à travers tout ça, c'est que si je vais voir une personne et que la personne m'exprime beaucoup d'empathie, je vais me sentir en sécurité d'être moi-même. Et le fait de me sentir en sécurité va me permettre de pouvoir avancer plus facilement vers où est-ce que je souhaite aller. Et la personne va m'aider à me permettre de réaliser où est-ce que je souhaite aller. Et ce souhait d'aller, c'est de me permettre de renforcer mon autonomie. Et pour moi, c'est pas nécessairement au niveau du temps, le nombre de séances que ça signifie. C'est plutôt l'enjeu principal, c'est comment arriver à ce que l'intervenant arrive à acquérir des compétences suffisamment fortes pour être en mesure d'intervenir avec un niveau élevé d'empathie. Et une des choses que m'a beaucoup appris l'entretien motivationnel, c'est que de poser des questions, c'est souvent très peu empathique, en fait. Et donc, c'est comment exercer de façon technique une empathie qui se traduit beaucoup plus de manière réflexive que de manière interrogative, qui va créer le sentiment de sécurité. Et étant donné que l'empathie que la personne me renvoie, c'est une empathie qui est plutôt éclaire le désir plutôt que d'éclairer ce qui ne va pas, fait en sorte que je me sens suffisamment confortable et en sécurité pour voir le versant lumineux de ce que pourrait m'apporter le changement. Et de par le fait que la personne renforce ma capacité d'autonomie par différentes techniques, que ce soit la valorisation ou vraiment le fait de reconnaître le plein pouvoir que moi je peux avoir, fait en sorte que je me sens plus libre d'avancer. Il demeure que un intervenant qui arrive à avoir ces compétences-là en intervention, ça pour moi c'est plus long.
c'est très difficile de se défaire des réflexes que nous avons de par la formation qu'on a eue toute notre vie, d'être plus centré sur les solutions, de plus dire à l'autre quoi faire, d'avoir beaucoup de difficultés et qui crée de manière générale plus de résistance et qui fait que la résistance ralentit le processus de changement. Pour moi, l'enjeu il est beaucoup plus là. C'est beaucoup plus comment renforcer ses capacités en tant qu'intervenant pour parfaire ses compétences pour arriver à ça, que le fait que l'intervention en soi va être plus longue, en fait. C'est pas l'intervention qui, à mon sens, risque d'être plus long. C'est comment l'intervenant peut avoir suffisamment les compétences pour que ça soit plus court qui est l'enjeu principal. Ouais, il y a une notion d'efficience, en fait, là-dedans. Ben, l'entretien motivationnel est scientifiquement démontré plus efficient qu'une autre approche, beaucoup plus que efficace. C'est sensiblement on arrive sensiblement au même résultat que d'autres approches. C'est juste que c'est beaucoup plus bref dans le fait pour y arriver que d'autres approches en tant que telles. Et pour moi, c'est surtout là que ça apporte la nuance principale, en fait. T'as parlé de cadre avant, le cadre dans lequel on fait l'entretien motivationnel. Est-ce que t'as des exemples à nous donner d'intégration d'entretien motivationnel, des secteurs où ça peut être utilisé? Parce que tu parlais du travail que t'as fait dans la rue, mais il y a peut-être d'autres secteurs. Ben, je dirais que l'entretien motivationnel est utile dans tout métier d'aide. Donc, c'est ce qui différencie, entre autres, dans ce que j'ai dit au niveau éthique, mais de façon plus générale, l'entretien motivationnel n'est pas applicable dans un secteur de vente, en fait. C'est vraiment plus dans un soutien ou dans un accompagnement qui est lié à un métier d'aide. Mais sauf que là, on tombe dans tous les champs des possibles parce que... personnellement, donc, j'ai enseigné longtemps en faculté de médecine, mais donc ça s'adresse autant dans un milieu médical, infirmier, médecin, et autant psychosocial, que ça soit travailleur social, psychologue, que ça soit au niveau fonctionnel, ergothérapeute, donc tous ces métiers d'aide, mais c'est aussi en milieu pénitentiaire, milieu correctionnel ou autre que... Donc, accompagner une personne qui a besoin de trouver un hébergement, accompagner une personne qui doit économiser de l'argent ou rembourser des dettes, trouver un emploi, que ça soit pour... et même, même à la limite, en fait, là, un intervenant qui accompagne une personne et qui aurait à... Une personne qui aimerait ça apprendre à pardonner, qui aimerait ça apprendre à avoir plus de compassion, une personne qui aimerait ça arriver à être plus dans une interaction sociale, être dans la bienveillance, c'est tout à fait applicable, l'entretien motivationnel dans ces contextes-là. Donc, c'est très large, en fait. Certes, au départ, scientifiquement, ça a été démontré très efficace au niveau des addictions, donc consommation d'alcool, drogue ou autre, la littérature est extrêmement appuyée en ce sens-là. Mais au-delà de tout ça, en fait, là actuellement, donc l'un des auteurs Stephen Rollnick a travaillé beaucoup au niveau des coachs sportifs, donc ça peut être aussi au niveau des coachs sportifs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites récemment au niveau du milieu scolaire, donc comment accompagner des élèves au niveau de leur parcours scolaire pour renforcer leur réussite ou renforcer leur apprentissage ou pour éviter le décrochage scolaire, c'est tout à fait applicable aussi. Donc, c'est toujours dans des enjeux pour lesquels c'est pas pour notre propre bénéfice à nous, c'est pour le bénéfice de l'autre. Et c'est quand même quelque chose sur lequel c'est pas juste au niveau intuitif, on a quand même, que ça soit un mandat ou que ça soit au niveau scientifique, il y a quand même des choses qui nous appuient pour dire que c'est effectivement mieux pour la personne. Je pense, entre autres, je me suis retrouvé dans une situation en supervision où est-ce qu'il y a une personne qui...
parce que souvent en supervision, on part d'un exemple concret où est-ce qu'une personne apporte un enregistrement d'une intervention et une personne, en tout cas, avait difficilement pu enregistrer un patient, une personne qui était venue la consulter. Et elle avait décidé de faire de l'entretien motivationnel auprès de son enfant, sa jeune fille, jeune adulte, qui était un peu ambivalente au niveau de son projet de carrière et qui hésitait entre le fait de devenir, en tout cas, 2 métiers différents. Et elle a décidé de vouloir appliquer l'entretien motivationnel dans ce contexte-là. Ben non, c'est pas applicable dans ce contexte-là parce que comme mère, tu n'es pas neutre ou en tout cas c'est difficile et en même temps, qui suis-je pour savoir si c'est mieux que cette personne fasse cet emploi-là ou un autre? J'ai pas de direction qui peut m'aider ou j'ai pas d'appui pour m'aider dans ce que je guide, dans ce que la personne doit me répondre dans une direction ou une autre. Pour appliquer l'entretien motivationnel, il demeure que je dois savoir l'objectif vers lequel je dois me rendre. Je, comme intervenant, n'ai pas neutre dans la direction. J'ai un mandat, j'ai une position professionnelle qui m'amène à pouvoir influencer une direction ou une autre, en fait. Et ça, c'est vraiment un angle important qui est vraiment à appuyer au niveau de l'entretien motivationnel. Il y a un point, je trouve intéressant, où tu dis l'entretien motivationnel sert pour toutes les relations d'aide. Oui. Est-ce que tu dirais qu'il y a énormément besoin de ça ou c'est un bonus? Parce que je veux dire, tous les gens qui sont en relation d'aide, tu disais, ça touche l'intuitif. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans des travailleurs de rue, travailleurs sociaux, qui le font par de manière intuitive. On veut aider l'autre, mais est-ce que ce bonus-là d'entretien motivationnel est quelque chose qui est vraiment nécessaire? Je dirais essentiel. Je dirais essentiel. Je dirais essentiel parce que... En fait, je le dis autrement. Est-ce que tu vois qu'il y a un fossé, en fait, entre... oui, t'as pris une profession, je sais pas, infirmière ou médecin, t'as pris cette profession-là, mais avec ça, en plus, ça, comme tu disais un peu avant, ça décuple les choses. Ça décuple les choses, de ça, c'est officiel. Dans le sens que j'accompagne et j'ai accompagné beaucoup de gens en supervision et ce qui nous amène à faire ces métiers d'aide-là, c'est une bonne intention, en fait. Vouloir aider les autres, il y a rien de plus beau, en fait, comme intention, je crois, en tant qu'être humain, en fait. Mais je trouve, en tout cas, où est-ce que j'ai entre autres beaucoup de gratitude envers l'entretien motivationnel, c'est que l'entretien motivationnel nous invite à beaucoup d'humilité, en fait. C'est pas parce que nous avons une formation, c'est pas parce que nous avons l'intention d'aider l'autre qu'on peut nécessairement être aidant, en fait. Vouloir pour l'autre, c'est habituellement pas tellement aidant, en fait. Et cette position humble de se remettre en question et de revenir sur soi-même comme intervenant et d'être un peu plus observateur à comment on intervient envers l'autre, c'est d'une richesse au niveau de l'apprentissage qui est autant sur un plan personnel que professionnel, qui est extrêmement riche, en fait. Je trouve que dans tous les courants actuels de pleine conscience, je trouve que c'est tout à fait concordant avec le fait de prendre un peu plus conscience de ce que l'on dit, de ce que l'on fait et de l'interaction qu'on a à l'autre. Et l'entretien motivationnel pose ce regard sur soi-même qui est beaucoup plus riche en tant que tel dans l'interaction et de ce que je considère extrêmement important, qui est cette notion d'humilité, en fait. De cette position basse, de savoir que la personne en face de soi est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour elle, en fait. C'est juste que parfois, elle a peut-être besoin de ton éclairage de par la formation que tu as, que la personne n'a pas. Ça, certes, au niveau du soutien qu'on peut apporter, il est essentiel.
Je veux dire, la personne qui vient te consulter, elle est habituellement pas formée pour ce que tu peux lui apporter. Donc, certes, tu es là pas pour rien. Il demeure que la personne, c'est elle au quotidien avec qui elle a besoin, avec qui elle va être et avec laquelle elle doit se reposer. Et donc, il y a une humilité dans l'intervention qui est nécessaire dans l'accompagnement qu'on peut apporter à l'autre. Et ça, pour moi, l'entretien motivationnel nous offre beaucoup cette humilité-là qui est pour moi essentielle dans l'intervention. Et je trouve que, en fait, je me souviens d'un jour où j'ai supervisé une professionnelle et qui m'a dit, vous savez, ça fait 25 ans que je travaille ici et c'est la première fois qu'on écoute ce que je fais comme intervention. Et je me disais, ben jamais on accepterait d'un chirurgien qui dans son parcours n'est pas une personne extérieure qui vient observer son travail. En fait, un peintre professionnel va aller chercher un cours, va demander d'avoir une observation extérieure de sa technique, de comment qu'il va peindre, en fait, pour pouvoir amplifier les choses. Je trouve ça étonnant dans des métiers d'aide qu'il n'y ait pas plus d'observation extérieure et aussi de cette humilité en tant qu'intervenant, d'être en mesure d'écouter ce que l'on fait. On peut toujours faire mieux, en fait. L'idée n'est pas non plus de devenir trop exigeant envers soi-même. C'est pas non plus l'idée qui est sous-entendue, mais c'est vraiment, je reviens toujours à ce concept d'humilité, d'être en mesure de pas douter de soi, mais d'être en mesure de se questionner, en fait, et d'avoir un regard, un pas de recul sur notre intervention et d'être plus dans une position d'observateur et de revenir un peu plus à revenir vers l'autre, en fait. Je supervise en ce moment un groupe de professionnels et je les vois, en fait, vraiment beaucoup questionner en plus, vraiment, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider la personne, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider la personne. Et à quel point qu'on a beaucoup cette difficulté-là comme intervenant à tout simplement demander à la personne ce qu'elle a de besoin, en fait. Et moi, je trouve une des choses que l'entretien motivationnel m'a beaucoup appris, c'est vraiment ce proverbe de « aidez-moi à vous aider ». Et il n'y a rien que je trouve plus beau que l'on devrait, en mon sens, faire beaucoup plus avec les gens qui nous demandent de l'aide. C'est « aidez-moi à vous aider », en fait. Et c'est comment avoir cette position humble de demander à la personne de dire « ben je comprends pourquoi vous venez me voir et aidez-moi à vous aider, en fait. » Et à quel point que la personne, elle est riche de ressources à pouvoir nous éclairer sur ce qu'elle a besoin, en fait. Et comment se fier moins à soi-même et se fier beaucoup plus à l'autre, en fait. Et c'est ce que m'a beaucoup appris l'entretien motivationnel, que juste en étant là pour aider la personne à la guider à ce qu'elle puisse avoir un environnement sécuritaire où est-ce que la personne peut s'exprimer elle-même sur la vision qu'elle porte d'elle-même et sur ce qu'elle aurait besoin pour pouvoir l'aider à cheminer dans son changement. Juste à être là pour elle, pour lui permettre de verbaliser ça au lieu d'avoir un langage intérieur avec elle-même, mais de l'extérioriser. Tout simplement, c'est déjà un grand plus, en fait. Et encore là, on n'est pas en train d'aborder, de trouver des solutions, ni à creuser le problème. Et c'est ça, pour moi, l'essentiel de l'entretien motivationnel. Quelle est ta vision actuellement du milieu de l'entretien motivationnel ? Est-ce que ça se porte bien dans le sens, est-ce que c'est diffusé ? Justement, on a parlé de différents secteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui se propage bien ? Est-ce que c'est bien compris ? Est-ce qu'il y a pas d'autres approches, le coaching et autres qui viennent se mélanger ? Est-ce que ça arrive à être suffisamment clair, cette approche dans le milieu dans lequel on est ? Je dirais surtout que ça pourrait se propager mieux. Déjà, en fait, dans la façon dont j'ai présenté un peu l'entretien motivationnel, je dirais pas nécessairement que c'est tous les gens qui auraient tendance à présenter cette approche de la même manière.
je considère que en fait, on est dans un monde, et j'apprendrai rien à personne avec ce que je vais dire, mais on est dans un monde où est-ce qu'on veut apprendre vite et agir vite. Et l'entretien motivationnel nous renvoie quand même beaucoup à réaliser que la course avant d'arriver à sentir qu'on maîtrise et qu'on est fluide et qu'on possède bien l'entretien motivationnel, bien, c'est pas du jour au lendemain, en fait. Et donc, vouloir s'investir, vouloir y croire, vouloir mettre les efforts pour arriver à ça et l'humilité que ça requiert, c'est pas tout le monde et c'est pas non plus tous les environnements et c'est pas tout, que ce soit des environnements publics ou privés. Je le répète, on a tous derrière un métier d'aide une intention de vouloir aider, donc ça remet pas en question l'intention, ça remet en question le moyen, en fait. Et ça, c'est pas tous les milieux, c'est pas toutes les personnes qui ont l'espace et l'investissement possible pour pouvoir s'y mettre, en fait. D'autre part, quand on revient autour de l'entretien motivationnel de façon plus puriste, comme je l'ai nommé, pour moi, l'entretien motivationnel, c'est le maillage d'une approche humaniste, donc de compétences humanistes, liées à des compétences plus techniques, plus scientifiques, plus rigoureuses. Et c'est le maillage, puis il y a de belles études, en fait. Là, Terry Myers, entre autres, a beaucoup travaillé là-dessus, mais il y a des études extraordinaires qui démontrent que si on applique uniquement l'esprit humaniste, on n'arrivera pas à l'efficacité, à l'efficience souhaitée pour le changement. Et si on applique uniquement la partie technique, on n'y arrivera pas non plus. Que c'est le maillage des deux qui apporte l'efficience de l'entretien motivationnel. Bien, dans notre communauté d'entretien motivationnel, je trouve, en tout cas dans ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup... Je ne suis pas le seul à partager la vision que j'exprime en ce moment avec toi. Et en même temps, il y a une certaine partie de la communauté qui ont une tendance très humaniste et très centrée sur la personne en tant que telle et qui, pour eux, à la base, c'est principalement les compétences humanistes qui je souhaiterais entendre parfois dans leur discours un plus grand maillage avec l'aspect rigoureux scientifique qui est soutenu. Et il y a d'autres fois dans lesquelles je suis assez surpris d'entendre le côté très recette magique, très voici ce qu'il faut faire et être très centré sur une manière de faire qui réduit de beaucoup l'aspect humaniste qui est essentiel. Et donc, puis une des choses que m'a beaucoup appris l'entretien motivationnel, c'est que je m'aperçois qu'il n'y a jamais rien de noir ou blanc, en fait. Et comment arriver à travailler dans ces nuances, en fait, Et c'est là où est-ce que je trouve que des fois, je me rejoins pas à tout de moins dans mon discours à moi, autant dans des discussions très façon de faire et ni non plus uniquement une façon d'être. Et c'est ça où est-ce que... Donc, pour répondre à ta question, c'est comment, dans cette aventure, on peut réaliser et avoir une position humble et de reconnaître les efforts que ça nécessite pour apprendre cette approche-là et comment, dans cette approche-là, essayer de la diffuser en ayant un peu plus de nuances et de vraiment inclure cet aspect plus humaniste et cet aspect plus rigoureux ou plus technique, si on veut, qui est le maillage des deux qui devient essentiel, en fait. Mm-hmm. Dans le... on va pas se baser sur 2023, mais on va dire pour 2022,
ou dans les années qu'on précédait, vers quoi on demande de l'entretien motivationnel le plus? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier? Est-ce que c'est la santé, le social? Est-ce qu'il y a un secteur qui... Je dirais, de ma vision extérieure, puis c'est peut-être aussi très influencé par les demandes que je peux recevoir. Mais étant donné qu'au départ, ça a été très développé au niveau des addictions, donc c'est sûr que le côté des addictions est très, très sollicité. Et en même temps, je trouve que quand j'entends le milieu des addictions, il y a beaucoup de confusion entre les stades de changement de Prochaska et Di Clemente et l'entretien motivationnel. Et il y a vraiment quand même une confusion très grande au niveau des addictions sur ce que c'est précisément l'entretien motivationnel, qui pour moi mériterait quand même d'avoir beaucoup plus de soutien dans cette perspective-là. Mais donc le milieu des addictions a toujours été très très demandé autour de l'entretien motivationnel. La santé mentale beaucoup aussi. Et est-ce que par exemple le milieu entrepreneurial ou le milieu des entreprises, c'est quelque chose qui est... Ouais. En fait, il y a, je pense, là, si ma mémoire est bonne, ça fait peut-être 4 ans environ qu'il y a des auteurs qui ont développé sur comment appliquer l'entretien motivationnel dans le leadership, en fait. Donc, oui, puis il y a plusieurs choses qui se développent au niveau entrepreneurial. On revient beaucoup, puis je pense que en tout cas, si on regarde la tendance actuelle au niveau des gestionnaires et autres, on parle beaucoup de la gestion bienveillante, de l'importance de l'empathie en entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'orientent en fait actuellement dans les tendances puis dans l'orientation que prend avec tout ce qui se passe depuis les dernières années, beaucoup une orientation en ce sens-là. Je trouve que l'application de l'entretien motivationnel, proprement dit, faut toujours aussi considérer ce que j'ai nommé plutôt au niveau éthique, que c'est pour le bien de l'autre. Donc, j'ai été appelé, entre autres, que ce soit pour des enjeux de management, de gestion, de politique, à donner des cours autour de l'entretien motivationnel. Et je trouve que l'entretien motivationnel, on peut y ressortir beaucoup sur comment créer la synergie d'équipe, comment aborder le changement avec les équipes en tant que telles, comment travailler au niveau de la cohésion, comment travailler en fait de rassembler toute l'équipe pour s'en aller ensemble dans la direction qui est souhaitée de l'entreprise. Travailler, entre autres, en fait, pour amplifier plus au niveau de les communications, des conflits, de l'empathie. Tout ça, en fait, l'entretien motivationnel peut être utile. Comment appliquer l'entretien motivationnel en entreprise auprès des clients? Pour moi, c'est autre chose, en fait. Là, on est plus dans des enjeux au niveau éthique qui me questionnent un peu plus. Donc, on revient un peu sur cet enjeu noir et blanc dans les nuances. Mais c'est un monde qui est fascinant, en fait, là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment comment expandre l'humanité et l'humanisme qui répond à tout ça, en fait. Ce qui revient un peu à cette notion de coaching, en fait. Je trouve que dans cette notion de coaching, l'application de l'entretien motivationnel requiert beaucoup d'humilité, en fait. Parce que quand on est coach, influencer une direction sur le fait, par exemple, qu'une personne devrait ou non changer d'emploi, qui suis-je comme coach pour penser que ce qui est mieux pour l'autre, c'est qu'elle change d'emploi ou non, que c'est plutôt que la personne puisse arriver à mieux s'affirmer dans son milieu de travail que de changer d'emploi ou non? C'est des questions qui sont pas simples, en fait, sur lesquelles, en mon sens, les coachs devraient se questionner beaucoup plus au niveau éthique dans le fait d'aborder des questions pour lesquelles ils sont
en mon sens, au niveau professionnel, beaucoup plus confronté que beaucoup d'autres professionnels en tant que tels sur des questions de quelle est la bonne... Et pour moi, la réponse principale en coaching, c'est que les coachs, en mon sens, c'est comment travailler avec beaucoup plus de transparence sur ce que je suis en train de faire avec vous dans l'intervention, c'est vraiment de vouloir vous apporter, donc d'être beaucoup plus transparent sur la direction sur laquelle on veut travailler pour avoir beaucoup plus besoin du consentement de la personne dans laquelle on intervient en coaching versus si je suis un intervenant en santé mentale. Mais je trouve un bel exemple, entre autres, si je suis un intervenant en santé mentale et que je reçois une personne qui vient me consulter parce qu'elle veut perdre du poids, quelle est ma mission en tant que telle? Est-ce que ma mission, c'est que la personne puisse être plus en mesure, de par mon intervention, de s'aimer plus comme elle est en tant que telle dans l'apparence corporelle qu'elle est? Est-ce que ma mission en tant que telle serait d'accompagner la personne pour que, si c'est ça sa mission de bien-être, qu'elle puisse aller consulter une diététicienne en tant que telle pour l'accompagner? Mais je ne crois pas, personnellement, que si je suis un intervenant en santé mentale, que mon intervention devrait creuser ce qu'elle fait au niveau de son alimentation et tout le reste. Et pour moi, l'essence de l'éthique de l'entretien motivationnel, c'est vraiment de se ramener à la mission qui nous est propre dans ce qui nous est demandé quand la personne vient nous consulter et de le référer à la mission que j'ai professionnelle, de mon mandat en tant que tel que j'ai. Et ça, pour moi, c'est très important dans l'accompagnement qu'on doit y avoir. Et dans ce que j'ai observé, ça prend de l'humilité et c'est pas toujours des questions que c'est des questions, je vais le dire de façon plus positive, c'est des questions que les intervenants devraient se poser beaucoup plus régulièrement. Il y a un mot qui me vient là avec ce que tu dis, c'est la notion de responsabilité en fait. Dans la notion de qui suis-je pour ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose de... Tout à fait. Je dois être responsable de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je transmets à l'autre, quoi. Mais c'est là la difficulté, parce que souvent, les gens qui viennent nous consulter, la lourdeur de la responsabilité d'assumer le changement qui risque de se passer, la lourdeur de cette responsabilité-là amène plusieurs personnes à vouloir se déresponsabiliser et de demander aux professionnels ou à l'intervenant devant soi de régler le problème à notre place, en fait. Mais tout ça, si on se ramène avec une vision de compassion, tout ça parce que assumer et se responsabiliser devant le changement qui est devant moi peut être tellement lourd et paniquant pour une personne qu'il est beaucoup plus aisé de se déloger de cette lourdeur et de remettre ça sur les épaules de l'autre. Et plusieurs intervenants se retrouvent avec cette situation-là. Et ça, je trouve en fait que c'est une autre chose à réfléchir. Ça ressemble à quoi ton quotidien professionnel aujourd'hui? En fait, depuis, je pense, 2014, si ma mémoire est bonne, j'ai décidé de me retirer du réseau de la santé et de partir à mon propre titre professionnel, donc de devenir un professionnel autonome. Et donc à bâtir moi-même mes propres formations, développer mon offre de service. Et donc aujourd'hui, bien, je suis un peu ce qui m'est proposé par la vie sur des contrats pour donc offrir des formations, de la supervision, être appelé pour être consultant. Mais ma vie professionnelle est très différente d'une semaine à une autre, d'une saison à une autre. J'ai la chance, en fait, que professionnellement, ça puisse quand même bien rouler de par l'expertise et la spécialité dans laquelle je suis reconnu.
ça m'amène à travailler un peu partout dans le monde. Et il y a des semaines qui sont plus tranquilles, d'autres semaines qui sont plus occupées. La seule chose que je trouve qui est des fois plus difficile, c'est que je suis assez seul dans toute l'organisation et la gestion un peu de tout ça. Et c'est là que je souhaite éventuellement me rendre à développer quelque chose et de m'entourer de gens avec qui j'ai envie de travailler et qui ont le cœur sur la main et un peu cet élan humaniste aussi qui permettrait d'ensemble de développer quelque chose qui est peut-être plus accessible et plus avec une plus grande portée en fait. Ouais. Dans tout ce que tu as décrit, il y a quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Tu dis, c'est pas noir, c'est pas blanc. Et puis là, tu viens de dire que tes semaines et tes années même sont différentes d'une saison à l'autre et que tu te laisses un peu porter par tout ça. Je voudrais avoir un peu ton retour là-dessus, sur ce que je viens de dire, de ce côté malléable en fait qu'il y a. Ouais, je trouve que c'est une belle observation. Avec où nous sommes aujourd'hui, je trouve en tout cas ce qui me plaît beaucoup de où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai un sentiment de confiance et de sécurité qui est plus grand qu'il l'était par le passé. Ça prend beaucoup de courage de décider de partir à son compte. Je lève mon chapeau à tous ceux qui l'ont décidé et j'encourage tous ceux qui hésitent ou qui le souhaitent en tout cas, d'y aller parce que je trouve que c'est très riche en apprentissage. En même temps, comme j'ai dit, c'est depuis 2014, donc il y a eu vraiment beaucoup d'apprentissage au cours de ces années-là, donc et comment nourrir un peu la sécurité et la confiance que quand il n'y a pas rien de déjà planifié pour les 6-12 mois à venir, que de faire confiance que les choses vont éventuellement se présenter. Ça, pour moi, c'est un grand défi. Mais c'est un grand défi que en tout cas, ce qui m'impressionne, pour lequel je suis très heureux actuellement, là, c'est que là, j'arrive à vivre, en fait, avec un peu d'incertitude, sans trop... j'ai plein de désirs, hein, on parlait du désir, puis des aspirations, là, ça, je n'y manque pas. En même temps, j'ai pas toujours les moyens pour répondre à ces désirs et ces aspirations-là. Et en même temps, il y a quelque chose qui me pousse à continuer, que je ne peux pas dire quoi exactement. Et il y a quelque chose actuellement qui se solidifie intérieurement, de croire à me dire que, bon, je sais peut-être pas ce qui m'est réservé dans 6 mois. Et en même temps, j'ai une certaine paix intérieure de faire confiance que ce qui est à se présenter se présentera, en fait. Et ça, je trouve que c'est nécessairement la vie qui m'a appris à être au point où j'en suis aujourd'hui. Et je garantis pas que dans 3 mois, si on reprendrait le podcast, si je souhaite que je sois toujours là, et en même temps, je ne sais pas trop ce que l'avenir me réserve face à ça, mais je trouve que c'est... ouais, il y a l'apprentissage de vivre avec l'incertitude, en fait, que ce soit professionnel ou autre, là, je pense que c'est un grand enseignement, en tout cas. Si on revient un petit peu sur qui tu es, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ton parcours enfance-adolescence qui t'ont amené à être qui tu es maintenant? Hors parcours professionnel, quoi. Ouais. Oui, ben c'est ça, moi, je peut-être... si j'arrive à voir un peu l'adulte que je suis aujourd'hui à partir de du parcours que j'ai eu,
Je trouve qu'il y a certaines choses qui ont nécessairement influencé qui je suis aujourd'hui. Et dans ces choses-là, bien, d'une part, en tout cas, je suis le premier de 4 enfants. Donc, le premier qui incarne la sagesse et l'exemple familial. Donc, je plaisante et en même temps, je pense qu'il y a une certaine responsabilité qui vient nécessairement, en fait, en étant premier de famille, mais je pense pas que ça soit l'élément le plus important. Je pense qu'après ma barre, donc je viens d'une famille dont le père a fait principalement ses études pour devenir prêtre et que avant qu'il soit ordonné prêtre, il a décidé de prendre une pause pour re-questionner un peu tout ça. Et c'est entre autres dans cette pause qu'il a rencontré ma mère et qui a fait éventuellement le choix de ne pas continuer dans la prêtrise. Et ça, en tout cas, quand je regarde mon père, je pense que tout son côté réflexif, posé, toute la force tranquille, en fait, je pense que j'ai bien hérité, entre autres, de ce côté-là de chez lui, en tout cas. Et ma mère, de son côté, a toujours été très orientée sur la communication. Elle a enseigné aux adultes un peu différents cours. Puis elle a fait sa formation en travail social. Et beaucoup de cours sur la communication, des cours à l'époque qui s'appelaient un peu sur le mieux-être, donc beaucoup de comment bien communiquer, soit avec soi-même dans le couple ou dans les relations interpersonnelles. Donc beaucoup comment parfaire sa communication. Donc il y a vraiment quelque chose, je trouve. Je suis pas né à côté. Ou la pomme n'est pas je me souviens plus du proverbe. Les chiens font pas des chats. Ou l'arbre ne tombe pas loin du pommier. Ouais, c'est plutôt ça. La pomme ne tombe pas trop. En tout cas, je sais pas. La pomme ne tombe pas mais très je loin pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais je vois vraiment l'influence de mes parents, en fait, dans où je suis aujourd'hui. Et aussi, je trouve que c'est ça, il y a eu ce parcours du jeune homme un peu plus sensible que je suis, qui a grandi dans un univers où je trouve où est-ce que les standards d'être un homme étaient, en tout cas à l'époque, clairement définis, puis il y avait des choses dans lesquelles il fallait suivre comme standard pour maintenir, en fait, le fait d'être considéré et reconnu comme dans ces standards masculins, pour lesquels je répondais un peu moins, en fait. Ma sensibilité, mon goût de l'art, j'étais vraiment pas sportif. Et tout ça a fait en sorte que je me suis retrouvé assez jeune, en fait, à partir de 11 ans, de vivre beaucoup quand même, beaucoup de rejets, de vivre beaucoup d'homophobie, de vivre beaucoup de difficultés, en fait, dans le regard de l'autre, pour lequel... et ça a duré quand même assez longtemps, puis ça a été quand même des événements parfois assez que je pourrais définir assez traumatiques avec mon regard. Et ça, en fait, j'ai toujours la croyance de dire que devant des événements comme ça, t'as toujours le choix de te révolter et de combattre. Et j'ai sans que ça soit conscient, j'ai fait plutôt le choix de me retirer. Et c'est là, je trouve que dans cette période-là, qui a vraiment été très difficile, où est-ce que je me suis retrouvé extrêmement seul et
beaucoup dans une période d'introspection puis de re-questionnement à soi-même. Et je pense que ces périodes-là, même s'ils ont été extrêmement difficiles aujourd'hui, avec un recul, je trouve que c'est des périodes où est-ce que je crois que ça m'a beaucoup aidé à mieux enrichir ma capacité d'empathie, d'être un peu plus dans l'observation de l'autre, de voir un peu comment fonctionne la société. Ça a apporté d'autres éléments qui ont nécessité beaucoup de travail sur moi-même. Et en même temps, je trouve que ça m'a apporté, en tout cas, je trouve que mon niveau, ma capacité d'empathie a été, entre autres, le résultat de ce vécu-là. Et aussi ma capacité à tolérer et à pouvoir aborder la souffrance des autres. Je pense que ces deux éléments-là ont fait en sorte que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est, en tout cas, et je pense que ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est tous ces ingrédients-là de mon parcours plus d'enfance et d'adolescence qui fait qui ont permis, entre autres, d'être qui je suis aujourd'hui. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, de manière très générale, sur toi, sur ce que tu as dit, sur l'entretien motivationnel, sur... Tout ce qui me vient, c'est l'importance de l'amour, en fait. Comment s'aimer soi, comment aimer les autres, et comment... Moi, je trouve que un concept que l'entretien motivationnel m'a apporté avec le chemin, mais qui est pas du tout lié avec l'entretien motivationnel, c'est ce concept d'agapé, en fait, et ce concept de compassion, mais comment arriver à être plus bon envers soi-même, plus observateur de soi, beaucoup plus d'être dans l'humilité, et comment voir l'autre aussi avec ce même regard que la plupart des gens, on fait tous de notre mieux, en fait. À tout de moins, en fait, je n'ai jamais rencontré de ma vie une personne qui intentionnellement cherchait à se nuire ou aggraver à sa vie. Et donc, quand on accueille une personne, en fait, comment lui donner cette sécurité et cette confiance qu'on cherche à faire de notre mieux, en fait, et qu'à partir de là, ben, le champ des possibles s'ouvre, en fait. C'est tout ce qui me vient. C'est tout, mais c'est beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Un livre, même si tu lis pas beaucoup, un film, une musique? Des films, beaucoup plus, en fait. Je trouve que le documentaire Human, en fait, je trouve que si... Le documentaire Human, je trouve que c'est vraiment quelque chose... De Yann Arthus Bertrand. Ouais, exact. Donc, qui est disponible en plus sur YouTube, en fait, c'est vraiment à voir. Moi, personnellement, les films qui ont bouleversé ma vie, c'est beaucoup Hidden Life ou la vie cachée, en fait, de Terrence Malick, en fait, sur l'humanité, sur l'amour, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Le film The Rider, dont je cite, en fait, l'excellente réalisatrice qui a dit... le féminisme aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de rendre les femmes fortes, c'est aussi de rendre les hommes plus vulnérables. Je trouve que ce film, en fait, il est d'une beauté et les films donc que je parle en ce moment, je trouve que c'est des films qui sont quand même assez accessibles, même si, contrairement à moi, vous aimez pas les films Afghanistan du fermier qui élève sa chèvre et qui dure 3 heures, quoique une vie cachée dure quand même... et le documentaire aussi, mais le documentaire, vous pouvez le voir en plusieurs... Mais en fait, c'est vraiment... je trouve que c'est 3 films que je trouve, en tout cas, qui me viennent assez rapidement en tête... d'un humanisme, d'une beauté ouais, quand vous aurez votre première larme ou bien votre première buée dans les yeux, vous aurez une petite pensée pour moi, en fait.
Peut-être quand même un beau documentaire qui est The Wisdom of Trauma, donc la sagesse du traumatisme ou la sagesse du trauma. Franchement, pour ceux qui se retrouvent dans l'intervention proprement dit, c'est un film, un documentaire à voir absolument, en fait. Ouais, ça, ce serait peut-être mon grain de sel supplémentaire à ajouter. Merci beaucoup, Patrick. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Si vous tapez mon nom, Patrick Berthiaume, sur Internet, vous allez peut-être me retrouver, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Internet. J'ai mon propre site Internet, c'est perspectivehumaine.com, donc perspective au singulier, perspective, donc tout ça au singulier, parce que justement, nous sommes singuliers, mais perspectivehumaine.com. Merci encore, Patrick. Merci à toi.